Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée aux droits des citoyens et à la vie de notre nation. Dans la toute première partie de cette émission, notre chronique du citoyen pourra mettre l'accent sur l'importance de plaider pour les droits humains, un sujet bien évidemment qui est au cœur de toutes les luttes pour un monde plus équitable. Ensuite, nous avons une leçon de civisme qui nous rappellera la signification des armoiries du Bénin, ce symbole de notre identité nationale. Et puis pour conclure, nous engagerons une discussion sur la thématique peuple et développement, quel engagement pour la paix sociale. Et pour en parler, je suis déjà avec le père Arnaud Éric Aguenon. Il est écrivain, essayiste, philosophe politique, analyste politique et spécialiste des relations internationales. Il sera avec nous dans ce studio face à Ousmane Aleyi. Lui, il se retrouve être un expert culturel et citoyen du monde. Bienvenue à toutes. Alors, pour notre chronique du jour, nous accueillons Uriel Alopo. Uriel, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes là pour nous parler de l'importance de plaider pour les droits humains. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre production? D'abord, il faudra nécessairement retenir une distinction. Il faudra retenir que lorsqu'on parle de plaider, c'est vrai que ça pourrait conduire à une équivocité dans l'appréhension de la notion. C'est-à-dire que pour un juriste, lorsqu'il entend plaider, il entend forcément plaidoirie. Mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est du plaidoyer. Alors, qu'est-ce qui distingue le plaidoyer de la plaidoirie? Je dirais d'abord que la plaidoirie est un genre de l'espèce que constitue le plaidoyer. Lorsque on parle de plaidoirie, c'est un discours prononcé dans le cadre d'un procès par un avocat devant une juridiction, et ce, en principe. Mais le plaidoyer va au-delà. Parce que, entrant dans le même but que la plaidoirie, mais la plaidoirie n'est qu'une forme de plaidoyer parmi tant d'autres. Et ce sont quelques formes de plaidoyer que je vais aborder pour pouvoir toucher du doigt l'importance du plaidoyer dans le cadre de la défense et de la protection des droits humains. D'abord, on va considérer une forme de plaidoyer qui intervient très souvent, la sensibilisation. La sensibilisation est une méthode utilisée par la société civile, par plusieurs associations, plusieurs organisations de la société civile, dans le cadre d'une éducation aux droits et aussi dans le cadre d'une identification de problèmes ou d'une observation ou d'un appel à observation de problèmes. Lorsqu'il y a un problème en rapport avec des droits humains dans une localité, il convient d'aller informer ceux-là qui sont dans la localité, qui sont touchés par le problème et qui ne savent pas forcément quels sont leurs droits qui sont violés. Et c'est justement en cela que le plaidoyer par sensibilisation prend son importance. Parce que ceux-là qui sont touchés par le problème subissent quelques conséquences du problème sans pour autant comprendre véritablement la source du problème et qu'il s'agit véritablement de leurs droits qui sont violés. Une autre forme de plaidoyer qu'on pourrait considérer est le plaidoyer fait par un appel aux décideurs politiques. Lorsqu'on a l'occasion ou lorsqu'on a l'opportunité de contacter un décideur politique, un député, un président d'institution, en tout cas tous ceux-là qui ont la faculté de changer les choses, de prendre des décisions en vue d'améliorer les situations en rapport avec des violations de droits humains, dès lors que l'on a l'opportunité de les toucher, de les appeler, de leur parler, le plaidoyer par les membres de la société civile en rapport avec les décideurs politiques s'opère. Et il s'opère comment? On pourrait considérer un plaidoyer dit opportuniste. Un exemple simple. Un décideur politique vient dans une localité. Il vient dans une optique donnée. Il ne vient pas pour écouter quelqu'un qui est en train de faire du plaidoyer. Mais à la réalité, celui-là qui porte un problème, qui veut qu'un problème soit résolu, ira directement vers lui.
saisira cette opportunité pour lui présenter le problème, pour lui dire « Chers députés, chers présidents d'institutions, chers décideurs, voici ce à quoi nous sommes confrontés. Certes, vous n'êtes pas là pour ça, mais vous pourrez changer les choses simplement parce que aujourd'hui, vous le savez. » Voilà donc deux formes principales de plaidoyer. Il s'agit, lorsqu'on parle de plaidoyer, il s'agit d'une vaste étendue de possibilités. Et aujourd'hui, on va remarquer que le village planétaire n'est plus un mythe. Le village planétaire tend vers sa réalisation concrète. Et de ce simple fait, les médias de communication, aussi bien traditionnels que modernes, contribuent véritablement à une amélioration des méthodes de plaidoyer. Et dans ce cadre-là, des publications, et pas plus tard qu'hier, il y avait le lancement des 16 jours d'activisme pour lutter contre les violations faites aux femmes. Il s'agit là de plaidoyer, de sensibilisation, d'appel à décision de la part des décideurs, d'appel à décision en vue de l'amélioration du cadre normatif, en vue de la protection des femmes, d'une meilleure protection des femmes pour les extirper de ce carcan, de ce gouffre de violence qui est fait à leur encontre. Alors si on va considérer tout cela et se demander où est l'importance véritable du plaidoyer, je dirais qu'il ne faudra nécessairement pas attendre que le problème nous touche avant de plaidoyer, avant d'opérer un plaidoyer. Il ne faudrait pas attendre que le problème soit nôtre, que le problème nous touche, que le problème soit véritablement dans notre maison, avant de commencer par plaider pour que le problème s'arrange. Parce qu'il n'y a aucune valeur ajoutée à regarder l'autre souffrir, à regarder l'autre se faire mal alors que l'autre ne connaît pas ses droits, alors qu'on peut opérer un changement. Et c'est à cela que je nous appelle. À toute échelle, on peut opérer un changement. À toute échelle, on peut essayer de changer les choses pour les autres avant que le problème ne nous atteigne. Merci donc Uriel Alorpo pour cette chronique qui porte sur le plaidoyer. C'est bien ça. Oui. On se retrouve sans doute semaine prochaine. Sans doute. Pour un autre numéro. D'accord. On va donc poursuivre, cette fois-ci ce sera la leçon de civisme qui portera sur les armoiries de notre nation, le Bénin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la rubrique Leçon de civisme. Aujourd'hui, nous mettons en avant un symbole fondamental de notre identité nationale, les armoiries du Bénin. Adoptée à nouveau en 1990, elle remplace celle de la période de la République populaire du Bénin, 1975 à 1990. Selon l'article 1er de la Constitution de la République du Bénin, les armoiries se caractérisent par un écartelé. Dans le premier quartier, on trouve un château somba d'or, symbole de notre patrimoine architectural. Le deuxième quartier présente l'étoile du Bénin au naturel, représentant une croix à 8 pointes d'azur, entourée de rayons d'argent et de sable qui évoquent la lumière et l'espoir. Dans le troisième quartier, un palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule symbolise la richesse naturelle de notre pays. Enfin, le quatrième quartier illustre un navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en surimpression un losange de gueule représentant ainsi notre ouverture sur le monde et notre dynamisme économique. Les armoiries sont soutenues par 2 panthères d'or tacheté, symbole de la faune béninoise et de la force. Au-dessus, un timbre constitué de 2 cornes d'abondance de sable doux, émergeant des épis de maïs, évoque la prospérité et l'abondance. Enfin, un ruban en bas des armoiries arbore la devise nationale, fraternité, justice, travail, inscrite en caractères de sable. Ces valeurs guident notre vie citoyenne et affectionnent notre quête de progrès.
Les armoiries du Bénin sont bien plus qu'un simple emblème. Elles reflètent notre histoire, nos aspirations et notre unité en tant que peuple. C'est à travers le respect et la promotion de ces symboles que nous contribuons à l'édification d'une nation forte et solidaire. Chacun de nous, en étant un bon citoyen, participe à perpétuer cette identité, cette fierté d'appartenir à notre belle nation. On se retrouve à présent donc pour le débat sur cette émission. Nous avons donc dans ce studio deux invités de marque. Il s'agit du révérend père Arnaud Éric Aguenounon. Il est philosophe politique et écrivain. Révérend père, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette émission. Moi de même, c'est ma première, voilà. Alors, vous êtes également dans ce studio avec M. Ousmane Allegui, expert culturel et citoyen du monde. Monsieur Allegui, bonjour. Bonjour, cher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, on va commencer tout de suite par vous, hein. Oui. Monsieur Ousmane Allegui. Je rappelle que la thématique du jour, c'est peuple et développement, quel engagement pour la paix sociale. Déjà en 2016, Monsieur Allegui, vous avez présenté lors du 71e sommet aux Nations Unies qui s'est tenu à New York une pétition pour la paix. On se retrouve aujourd'hui sur un plateau où nous voulons parler essentiellement de la paix. Et quel a été l'impact de cette démarche que vous aviez menée depuis lors sur notre pays, le Bénin? Alors, je vous remercie de revenir sur cette actualité. Ça remonte un peu dans le temps. Je voudrais prendre une seconde pour rendre hommage à un illustre personnage de l'histoire politique de ce pays, M. Tevoïgré Albert. Alors, une pétition a, on va dire, a deux vocations, la cible et l'objectif. C'est-à-dire que la pétition est adressée à qui? Notre cible, c'était le secrétariat général des Nations Unies. Il est arrivé à un moment donné que le secrétaire général, l'actuel secrétaire général des Nations Unies, M. Gutiérrez, je ne sais pas quelle magie, M. Tevoïgré, feu professeur Albert Tevoïgré, a réussi à le mobiliser avec nous dans la dynamique que défendait cette pétition. Et donc, il a été non seulement réactif, réceptif, mais il a lui-même signé cette pétition. Donc, du coup, le personnage emblématique à qui nous destinions cette pétition l'a reçu. Donc, on peut dire que le premier volet de notre démarche a atteint son objectif. Maintenant, quel est le contenu de cette pétition? Alors, le contenu, c'est pour la paix. Le professeur Albert Tevoïgré avait, on va dire, passé l'essentiel de sa vie à défendre deux visions. Il est dépositaire, en tout cas dans l'espace public béninois et africain, de deux visions. Le premier, c'est le dialogue interculturel et interreligieux pour la paix et le développement. Ça, c'est pour contrer ce qu'il voyait venir, le déferlement des violences dues au terrorisme et aux extrémismes, etc., religieux. Le second volet, c'est lutter contre ce qu'il considérait comme l'indigence endémique, c'est-à-dire l'indigence dans sa phase la plus cruelle. Alors, au premier, il a opposé donc la dynamique du dialogue interculturel interreligieux, et au deuxième volet, il avait suggéré ce qu'il appelait dans le temps le minimum social commun. Voilà, le minimum social commun, parce que nous avons constaté, et cela aujourd'hui encore est plus vrai qu'hier, que l'humain, le citoyen qui n'a plus rien à perdre est un danger pour lui-même, pour sa communauté, pour sa société et pour son pays. Et qu'est-ce qu'un citoyen qui n'a rien à perdre? Un citoyen qui ne se projette pas un avenir, qui n'a plus d'espoir, qui ne s'attache à rien.
parce qu'il manque du strict minimum, le minimum social dont parlait Thévo Idré. Donc quand vous avez le sentiment que vous n'êtes accroché à rien, que rien ne vous retient ici, que vous ne servez à rien, sans que vous le sachiez, vous devenez à ce moment-là une bombe ambulante pour vous-même, pour votre prochain, pour votre communauté. Voilà les objectifs qui étaient poursuivis par cette pétition. Le premier volet, comme je vous le disais, a été atteint. Le second volet a reçu un écho très favorable dans la communauté internationale. Nous étions justement au siège des Nations Unies pour présenter cette pétition. Cette pétition a été relayée par la CEDEAO à travers notre autre illustre frère disparu, M. Marcel de Souza, qui était à l'époque secrétaire général de la CEDEAO. Et la suite logique était que l'OUA, en tant que structure faîtière panafricaine, porta cette pétition, cette fois-ci, mais au niveau des Nations Unies pour solliciter des votes, avant que ça ne devienne un programme des Nations Unies. Et malheureusement, à ce niveau-là, le professeur, le temps ne lui a pas permis les relais nécessaires pour porter cette pétition à ce niveau-là. À un moment donné, nous ont fait défaut. Donc voilà à peu près résumé ce que je peux dire sur cette démarche. Tel que vous présentez ce tableau, on a l'impression que sur le plan international, un travail exceptionnel ou un travail de qualité a pu être fait. Mais à l'interne, au niveau de notre pays, le Bénin même, est-ce que vous avez mené des démarches et quel est le résultat que vous avez pu obtenir? Alors, il faut dire à César ce qui est à César. Au Bénin, c'est d'abord le Bénin qui a porté la cause, qui a porté cette pétition. Toutes les confessions religieuses, sans distinction, les protestants, les catholiques, les musulmans, le professeur Thévo Idré, qui en était le moteur, le parrain, réussissait à mobiliser large, y compris les plus hautes autorités de ce pays, les ministres d'État, etc. Tout le monde s'est impliqué. Et justement, la phase active de cette pétition consistait, par exemple, à déployer dans les zones les plus démunies, ce que j'appelais les indigents, entre guillemets, les plus démunis, des centres socio-communautaires de base, des écoles, des forages pour l'eau, des centres de santé, des maternités, pour que justement les communautés qui à l'origine s'affrontaient pour, on va dire, un bol de riz, trouvent là une solution déjà apportée d'eux-mêmes directement. Mais la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, l'extrémisme religieux qui donne ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme et tout le reste, recrute justement dans cette jeunesse-là qui n'a plus rien à perdre. Or, quand vous mettez vos enfants à l'école, que vous le vouliez ou pas, vous les invitez au discernement, à l'analyse. Et quand ils peuvent aller à l'école, ils ont un lieu où se soigner, ou même se côtoyer, musulmans, chrétiens catholiques, animistes, etc., les uns ne s'attaquent plus aux autres parce que le vivre ensemble commence déjà à ce moment-là à la base. Mais pour mettre en place ce programme et justement le dérouler à destination de ces peuples-là, il faut des moyens. Il faut que justement les pays portent cela au niveau des Nations Unies. La CEDEAO était d'accord. Ils ont même, si ma mémoire ne me lâche pas, la CEDEAO a financé une partie de ce programme qui est aujourd'hui installé à Kpogidi. Le professeur Thévo Idré, paix à son âme une fois encore, a eu le temps d'implémenter un modèle qui devrait être dupliqué à Kpogidi derrière Porte-Novo, où vous voyez toutes les communautés religieuses se côtoyer et où il a posé aussi les bases pour que nous dupliquions ça sur le territoire béninois et puis projeter plus tard. Malheureusement, il n'a pas eu le temps, nous n'avons pas eu le temps et à un moment donné, je pense que les politiques publiques nationales ont pris le pas et puis après le décès du professeur Thévo Idré, je crois que le programme a été un peu... Voilà.
Révérend Père Aguier Nounon, je vais quand même m'intéresser à vous en demandant tout de suite si vous avez le sentiment que le minimum social commun aujourd'hui au Bénin a encore une valeur. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Je vous remercie pour ce que vous faites, qui est une émission qui a but d'éclairer. Merci à l'aîné, Monsieur Aledji, pour ce tableau bien présenté. Je dois dire d'entrée que nous sommes à l'ère d'un capitalisme violent. Et quand on est à l'ère d'un capitalisme violent, ce n'est pas le minimum social qui concerne. Ça ne préoccupe pas parce que le système capitaliste avec le libéralisme économique ont pour but d'engranger tous les facteurs pouvant permettre la production de la richesse. Donc, tous les moyens de production sont saisis. Et les facteurs conduisant à la richesse sont aussi confisqués. Le personnel citoyen, que ce soit le secteur actif, comme même les actifs à venir, c'est-à-dire les élèves, les étudiants, les apprenants en général, tous sont orientés vers ce capitalisme violent et vers ce libéralisme-là, l'ultra-libéralisme. Donc, toute la stratégie, toute la mentalité, tous les efforts, toutes les politiques publiques sont au service de ce libéralisme ultra-possessif, possesseur, destructeur, colonisateur. Et un tel capitalisme détruit l'homme et tend à servir l'homme juste pour ses intérêts personnels ou pour les intérêts d'une oligarchie. Alors, de ce point de vue, on comprend que dans les pays du Global Sud, et ce capitalisme-là est nourri par les produits de rente. Et vous savez, les produits de rente tuent les terres. Les produits de rente sont des lieux d'esclavage du producteur, de l'ouvrier. Et donc, on produit les produits de rente, excusez cette tautologie, en vue de la ressource nationale. Et quand on a les ressources nationales qui arrivent grâce aux produits de rente, ces ressources-là sont réinvesties encore au service de ce capitalisme-là. Et donc, toutes les infrastructures qui sont faites, qui sont construites, toute la chaîne industrielle, la chaîne scientifique est au service de ce capitalisme violent-là. Mais, Révérend Père, quand je vous suis, j'ai le sentiment que ce tableau que vous êtes en train de nous présenter ne donne forcément pas la démarche de développement. Puisque, pour la plupart du temps, les gouvernants, lorsqu'il s'agit de défendre peut-être cette façon de faire, vous diront qu'il faut faire du sacrifice. Il faut se sacrifier aujourd'hui pour permettre peut-être aux générations d'après nous de pouvoir bénéficier d'un héritage plus florissant. Je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas gober cette rhétorique-là. Vous savez, et courir après la croissance. Et parfois même, on peut se diriger vers des organismes qui sont
bon, qui sont prêts à vous fournir les chiffres pour qu'au plan international, on vous regarde comme quelqu'un qui produit de bons chiffres et qui produit de bons résultats au plan macroéconomique. Mais ce n'est pas vrai. Quand on est censé, quand on est dans le peuple comme moi, on constate que ce qui se fait au plan étatique, ce qui est au sommet, et d'ailleurs l'État c'est tout le monde, hein, c'est tout le monde, ce qui se passe au sommet est différent de ce qui se passe dans le bas peuple. Il suffit de circuler dans Cotonou, les périphéries de Cotonou, prenez une journée, visitez les écoles, visitez les CEG publics, et vous verrez la situation. Bon, visitez les centres de santé, vous verrez la situation. Quand on investit la totalité ou la quasi-totalité de ce qu'on a dans l'infrastructure, c'est une très belle chose. Les pierres sont belles, elles sont brillantes, elles sont scintillantes. Mais l'homme est toujours acteur du développement. L'homme est toujours la pierre angulaire de l'évolution d'une civilisation. Parce que vous pouvez avoir des belles pierres et les civilisations vont disparaître dans le monde. Il y a beaucoup de vestiges des civilisations, des bâtiments, des pierres, mais les civilisations ont disparu. Donc il y a un travail à faire d'abord au plan humain. La première stratégie de développement, c'est l'éducation, c'est la formation. Est-ce que les gouvernants ne peuvent pas s'atteler, par exemple, à offrir à leur communauté les pierres et les religieux comme vous vont continuer par former l'humain? Mais nous ne sommes pas au Congo. Nous ne sommes pas au Congo. C'est au Congo que, et moi j'appelle souvent ce pays-là comme le pays qui est un péché à Dieu. Un pays qui est un péché à Dieu. Parce que ce pays a tellement de richesses naturelles, minières, tout cela, mais l'État n'existe pas. Si vous prenez 1000 établissements scolaires, l'Église en a près de 800. Si vous prenez 1000 établissements sanitaires, l'Église a près de 900. Mais nous sommes dans un contexte congolais, Congo démocratique, où le catholicisme a une grande place. Ils sont majoritaires. Donc l'Église a toute la place. Mais dans les autres pays africains, ce n'est pas toujours le cas. L'Église comme institution participe du développement. Elle participe du développement. L'Église a fondé le développement d'Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Église a participé au développement. Mais l'Église n'est pas au devant de la scène politique. L'Église n'est pas, ne dirige pas un État. L'Église est dans la cité, au cœur de la société civile, et comme tout citoyen, a la volonté d'apporter ce qu'elle peut apporter. Il revient donc à l'État qui est le pouvoir exécutif de mettre en place des politiques publiques qui s'incarnent dans le vécu de chaque citoyen, qui s'incarnent dans l'assiette du citoyen, qui s'incarnent dans le corps du citoyen et qui s'incarnent sur tous les terroirs, sur toutes les terres. D'où la décentralisation. Mais de nos jours, la décentralisation est cadenassée. Et c'est comme si le pouvoir local est exercé par ce même pouvoir exécutif. Donc dans ce cas, tout ce que nous voyons est au service du capitalisme violent. Alors que dans un État sérieux, dans un pays qui aspire au développement, tous les secteurs ont et bénéficient du même privilège.
de la même affection, des mêmes ressources. Et tous ces secteurs-là sont tout aussi importants. Je vais revenir à vous tout à l'heure, révérend Père Arnaud-Éric Aguenounon. Monsieur Ousmane Allegui, est-ce que vous avez le sentiment depuis 2016 où vous avez pu présenter cette pétition au niveau des Nations Unies qu'il y a un silence qui règne au niveau de votre pays, le Bénin? Merci beaucoup pour cette question. Je suis vraiment impressionné par Monsieur Aguenounon, c'est ça? Le père Aguenounon. Le père Aguenounon, Arnaud-Éric. C'est ça. J'ai eu écho de son ouvrage par un autre ami qui m'est très cher, Monsieur Espedi Ologou, que nous allons recevoir sans aucun doute les semaines prochaines sur cette émission aussi. J'ai couru après l'ouvrage pour lire et tout ça, et je l'entends ce matin, et je vous garantis que c'est extrêmement rare de voir, on va dire, pardon pour la caricature, un religieux s'investir avec une telle lucidité, un tel degré d'engagement dans l'acte citoyen, dans l'acte... ce à quoi on est habitué, c'est le silence complice, presque. Je mets plusieurs guillemets. C'est ça. Alors, donc, merci de me mettre face à un tel personnage ce matin. C'est un grand privilège. Alors, votre question que vous lui avez adressée, je pars de là, après je réponds à la mienne. Ok. Le minimum social commun. Oui, ça tend à dédouaner l'État de ses devoirs et de ses responsabilités. L'État n'est pas ce grand maçon qui passe son temps à bâtir des murs ou à mettre des bitumes à droite, à gauche. Nous qui avons travaillé un peu avec des partenaires européens, nous savons que l'un des premiers programmes, je veux dire en termes de consommation de ressources publiques, s'appelle investir dans le capital humain. Le capital humain. Et nous savons aussi que les plus belles cités du monde, et ça je le répète à foison dans le temps, je continue de le répéter, les plus belles cités du monde sont tombées en ruine faute de paix. Nous allons mettre, je suis désolé d'être direct comme ça, nous allons mettre peut-être 50 ans pour atteindre la Libye de Kadhafi, qui est dévastée aujourd'hui, faute de paix. Bagdad, enfin, la Syrie, les pays, il y en a dans le monde où, parce que le citoyen a été, comme il le disait, a été pressuré de telle sorte qu'à un moment donné, lui-même, pardon pour l'expression, a fichu le bordel dans son cadre de vie, disons-le comme ça, puisque l'expression est à la mode. Prenons garde, parce que les pays sont éternels, mais nous passons tous. D'accord? Ce que nous n'avons pas bâti, nos enfants, nos petits-enfants viendront bâtir. Mais ce que nous n'avons pas offert aujourd'hui à notre frère, il n'y a personne pour le faire. Et ils partent avec ces manques-là, ils crèvent avec ces manques-là. Et c'est ça, je suis très, très touché par la cause que défend le père Arnaud-Éric. Alors, pour revenir à votre question. Alors, vous voyez aujourd'hui ce qu'on appelle le djihadisme, le terrorisme. Quand vous voyez bien les gens, quand on réussit à leur mettre la main dessus, ce n'est pas des Algériens, ce n'est pas pas des Asiatiques, ce n'est pas des Chinois, des Indonésiens. La plupart des gens, même quand nous réussissons à les neutraliser pour utiliser le jargon traditionnel de la défense nationale, nous nous rendons compte que ce sont des frères ou des frères directs ou des frères voisins. Un peu plus loin de nous, quand nous allons vers le Nigeria où Boko Haram sévit depuis des années, quand vous les regardez, vous voyez bien, rien qu'à voir
leur attitude vestimentaire, vous voyez que c'est des gens qui ne se sont pas changés, ne serait-ce que les vêtements depuis une certaine semaine, un certain nombre de temps. C'est dire quoi? Si nous n'avions pas pris à la légère ces projections prospectives d'une des lumières de ce pays, ce que nous savons faire aussi au Bénin, malheureusement, c'est une culture traditionnelle ici. Il y a trop de noississeurs qui prospèrent. Nous noississons notre prochain. Et cette culture de noississement est en train de se généraliser malheureusement. Sinon, quand le professeur Albert Tevoy, je reviens à lui, a projeté dans l'espace public une vision comme le minimum social commun, normalement, tout politicien digne de ce nom devrait récupérer ça, à défaut d'aller négocier, récupérer ça à son compte. Parce que, normalement, la vocation de l'homme politique, c'est le mieux-être du citoyen. C'est ça. C'est le citoyen qu'on lui a confié. C'est le citoyen qui lui a délégué ses pouvoirs. Donc, la pétition était une façon de remettre le citoyen au cœur des préoccupations politiques. Malheureusement, nous avons été reçus, certes, par les Nations Unies, applaudis, soutenus, la CEDEAO, mais il est arrivé un moment donné où les plaidoyers, j'aime bien le jeune qui est passé tout à l'heure, où l'ensemble de nos plaidoyers se sont heurtés à un mur froid et glacial, malheureusement. Et donc, du coup, je ne parle pas pour le Bénin, puisque c'est une pétition sur l'Afrique entière. Il ne faut pas que les gens... Voilà, parce que, comme je dis souvent, on donne très vite la cible aujourd'hui aux gens. Donc voilà, malheureusement, on en est là, mais je ne perds pas espoir puisque vous ouvrez des plateaux comme ceux-ci, comme celui-ci, pour en débattre. Révérend Père, qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui quand on regarde dans le passé de grandes figures de paix, en l'occurrence le professeur Albert Tevoy, le cardinal Ganti? Est-ce que vous avez le sentiment qu'un travail se fait, non seulement au niveau des peuples, tout comme au niveau des dirigeants, en l'occurrence au Bénin? On dit chez nous qu'il faut tisser la nouvelle corde à l'ancienne corde. Mais j'ai l'impression que la nouvelle corde n'a pas cherché où était l'ancienne corde. La nouvelle corde s'en fout de l'ancienne corde. La nouvelle corde est donc une corde en l'air sans appui. Parce qu'une corde, il faut l'attacher quelque part. J'ai l'impression que cette corde-là n'est pas attachée. Vous voulez dire que les repères sont là, mais qu'on se refuse de pouvoir les exploiter? Mais nous ne sommes pas dans une tradition de continuité. Nous sommes dans une tradition de rupture. Mais cette tradition de rupture n'est pas une rupture mentale. C'est plutôt une rupture intéressée, matérialiste et matérialisée par bon nombre de choses. Vous savez, je remercie M. Alidji qui m'a fait un clin d'œil en parlant de mon livre « Le pouvoir du déni ». Je l'ai dit dedans quelque part que je m'étonne que certains découvrent le Bénin à partir de 2016. C'est comme si le Bénin existe à partir de 2016. Pour moi, c'est... C'est le sentiment que vous avez? C'est pas un sentiment, c'est une réalité, cher ami. C'est une réalité. Est-ce qu'il y a des données qui vous ont permis quand même de parvenir à tirer cette conclusion? On a eu... j'ai déjà 40 ans révolus, donc je peux quand même dire certaines choses. C'est ça. Des gens ont été responsables, même députés très jeunes, même ministres très jeunes. Non, moi j'ai largement plus que 40, donc je peux quand même dire certaines choses. Les entreprises
mises en place par le président Kérékou, ces entreprises-là sont où aujourd'hui? Elles sont devenues quoi? Allez en Côte d'Ivoire et voyez ce que Houphouët a mis en place. Quand nous prenons les programmes de développement, mon feu père fut colonel des eaux-forêts, ingénieur forestier, expert en foresterie communautaire, fonctionnaire international. J'ai voyagé très tôt dans ma vie. J'ai parcouru le Bénin, j'ai parcouru toute l'Afrique de l'Ouest. Je continue de voyager. Le Bénin d'antan nous donnait plus d'espoir. S'il était encore vivant, il s'étonnerait que tel programme n'existe plus. Telle structure n'existe plus. Mais à qui la faute? Mais la faute, c'est la faute du capitalisme violent. Oui, je veux... Oui, vous voulez réagir En fait, tout legs qui n'est pas arrosé finit par mourir. C'est comme une plante. Vous connaissez la logique des langues. La langue je pense, la première qui apparaît par exemple à Jérusalem, c'est l'araméen, la langue de Jésus. Enfin, le prêtre, il est là pour me démentir. Il y a des langues mortes parce que les anciens ont légué ça comme un patrimoine. Dès qu'il n'a pas été pris en charge et suffisamment arrosé, ça meurt. Tout ce que vous héritez, si vous ne chérissez pas ça, vous n'entretenez pas ça, ça finit par disparaître dans le temps. Voulez-vous dire que les peuples béninois n'ont pas eu la chance de pouvoir arroser effectivement ce que les anciens ont pu laisser? C'est ça. Je vous remercie. C'est là où je voulais déplacer un peu le curseur de la culpabilité de les autorités ou des responsables politiques ou administratifs et tout ça, vers le citoyen, vers le peuple, la famille. En toute franchise, moi je m'en veux un peu de constater mon impuissance devant, par exemple, l'héritage du professeur Albert Tevoa-Idrer, de ne pas pouvoir, ne serait-ce que continuer à porter sa dynamique et cet élan qu'il nous a insufflé. Est-ce que vous pouvez le faire si l'environnement ne vous est pas propice? Merci. Oui, parce que depuis le décès du professeur Tevoa-Idrer, par exemple, je n'ai pas vu au niveau étatique de grands projets initiés. Et pourtant, il fut l'un de ces vaillants bâtisseurs qui a travaillé à la renommée internationale de notre pays. Mais en fait, le plus grave problème, c'est que nous n'avons pas la culture de sauvegarder l'héritage immatériel. Nous aimons l'héritage matériel, les parcelles, les bâtiments, les biens physiques. Mais l'héritage immatériel, nous n'avons pas la culture de sauvegarder cet héritage-là. Quand on prend des personnalités comme Kérékou, qu'est-ce que ces enfants incarnent aujourd'hui? Ceux qui l'ont suivi, qu'est-ce qu'ils incarnent aujourd'hui? Moi, c'est ahurissant que je vois des gens, des autorités, ou même citoyens tout court, qui ont connu Kérékou, qui ont connu Soglo, ou même plus loin, qui ont connu la Révolution, et qui aujourd'hui, quand vous les voyez dans leur vivre, dans leur agir, dans leur prise de position, c'est comme si on n'a pas traversé tout cela. Ça, j'appelle l'héritage immatériel. Mais pourquoi ne sauvegardons pas l'héritage immatériel? Ne sauvegardons pas l'héritage immatériel parce que, en fait, le Béninois est un jouisseur. Le Béninois est tout simplement quelqu'un qui, même dans sa culture, dans notre culture endogène, dans notre endogénéité, on n'a pas un esprit prospectif, on n'a pas un esprit de développement. On n'a pas
un esprit de formation intégrale de l'homme et de formation transversale. On a la culture de vivre au quotidien, de capter les intérêts, de capter les rentes, de capter tous les acquis pour bien vivre, pour mieux vivre. Et donc, on n'arrive toujours pas à transmettre des valeurs à nos enfants. On n'arrive pas à transmettre des valeurs dans les familles. On transmet peut-être un goût du travail, mais le goût du travail qu'on transmet, c'est travailler, avoir un salaire, travailler, avoir quelque chose. Est-ce que le Béninois sait ce qu'on appelle le bénévolat? Est-ce que le Béninois sait ce qu'on appelle la gratuité? Est-ce que le Béninois sait ce qu'on appelle se sacrifier, se donner? Interrogez les gens dans la rue. Vous allez voir que chacun court après son pain quotidien. Chacun court après son pain quotidien. Et donc, on n'a pas encore vraiment cette tradition de nous inscrire dans l'esprit. On n'a pas cette tradition de nous inscrire vraiment dans ce qui est immatériel et qui fonde et qui structure tout ce qui est matérialité et qui structure tout ce qui est même construction. Il faut que l'endogénéité que nous célébrons ces dernières années nous aide à nous inscrire dans l'esprit. C'est l'esprit qui est la force de l'âme, qui est la force de l'être. Et cet esprit qui a de l'éthique, c'est l'esprit qui a de la valeur, qui a l'amour du prochain jusqu'au sacrifice suprême et qui a aussi l'amour patriotique. Tout ça là, on ne l'a pas. Donc, un aîné qui passe, il a vécu, il est parti, tant mieux. Nous, on vient, on rase tout. Et puis, la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas cette jeunesse qui a appris auprès des anciens, mais c'est une jeunesse qui veut tout fonder, tout refonder. Bon, et ce faisant, on va vers l'échec parce que ce qui structure vraiment une société, c'est d'abord la force de l'esprit de chaque citoyen. Quelle est la force de l'esprit de chaque citoyen? On me dit souvent, non, tu es dans une autre logique, reste dans le contexte africain. Mais en restant dans le contexte africain, très loin dans l'histoire, on avait quand même une force mentale. Le royaume de Dahomey avant, ou les royaumes du Septentrion, il y avait une force mentale. Quand vous voyez le peuple américain, mais c'est les États-Unis. Nous, le Bénin, est-ce que nous aimons le Bénin? On va revenir à... Quand vous voyez, je finis par là, oui. Quand vous voyez tous les jeunes qui quittent le Bénin aujourd'hui, les médecins qui sortent, les 3/4 s'en vont. Nos jeunes s'en vont. Ils s'en vont. Voilà ce que le capitalisme fait, parce qu'on s'occupe des capitaux, mais l'humain est délaissé. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est préparé depuis des années en arrière, hein, depuis des années. C'est la conséquence de tout ce qu'on a accumulé, et comme amour du capital au détriment de l'amour du prochain et de tout ce qu'on peut faire en termes de capital humain. Le thème capital humain, je ne l'apprécie pas trop parce que ça a aussi d'autres connotations. Voilà. On va sans doute y revenir, révérend Père. Monsieur Ousmane Allegui, vous allez sans doute revenir à ce remords-là qui vous anime. Oui, non mais j'ai perdu, on va dire, il y a dans le développement de mon très cher frère que j'entends, ce qui relève du factuel. Malheureusement, c'est un constat que ou bien nous subissons des complexes à l'intérieur, complexes d'extranéité, c'est-à-dire que le peu qu'il y a, on préfère le donner à l'étranger aux dépens du national ou du béninois. Malheureusement, c'est des complexes
et qui finissent par pénaliser aussi le citoyen. Ce n'est pas faute de ressources. Parfois, les ressources sont disponibles, mais au lieu d'honorer... Faites d'autres choix stratégiques. Vous êtes très diplomate. Oui, mais acceptons ça comme ça. Pourquoi pas? Mais au dépend du citoyen béninois, moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Mais l'autre chose que je voulais souligner, c'est-à-dire que à partir du moment où l'humain est épanoui, à partir du moment où le citoyen est épanoui, il arrive à couvrir ses besoins fondamentaux, ça déborde sur son cadre de vie. C'est l'humain qui entretient son cadre de vie. Les pierres qui brillent, qui scintillent, au lieu que ce soit l'État qui vienne les poser devant ma maison, si moi j'ai les moyens de le faire par moi-même, parce que nul n'accepte de vivre dans une porcherie sciemment. Quand on est impuissant à s'offrir mieux que ça, on attend que l'État vienne balayer, bâtir devant chez soi. Donc voilà à peu près là où c'est lié. Il y a, là où je nuance un peu les propos de mon, c'est dit que le capitalisme sauvage, l'ultralibéralisme, avec ses corollaires, des déviances et des perversions, ce n'est pas propre aux sociétés africaines, ce n'est pas propre, on va dire par exemple, au Bénin. Il y en a partout. Sauf qu'ailleurs, le citoyen n'est pas passif. Il ne subit pas en silence, dans une forme de renoncement. Vous avez le sentiment que le Béninois, aujourd'hui... Il est passif, de mon sentiment, hein, au point de devenir nocif à son propre épanouissement. J'ai suivi sur votre plateau la dernière fois, monsieur le professeur Théodore Olo, qui parlait de l'éducation qui va jusqu'à faire du citoyen, on va dire, un acteur pour son propre développement. Et ce n'est pas un acteur passif. Si vous ne savez pas dire non, ça veut dire que ce que l'on vous impose, vous le subissez. Il ne s'agit pas d'aller avec des muscles ou des protestations, mais même des débats d'idées, prendre le risque de dire ça ne nous convient pas. Est-ce que vous avez la certitude aujourd'hui que l'environnement permet aux citoyens béninois effectivement de faire le débat d'idées sans être étiquetés? Oui, il y a ce que vous appelez les clébés là, j'ai aussi suivi puisque je vous suis très, très régulièrement. Il y a malheureusement quelques autres qui sont payés parce que justement pouvant être facilement clochardisés avec des miettes, on les utilise pour vous insulter. Vous qui les défendez, malgré eux, c'est eux qui viennent vous insulter. Mais qu'à cela ne tienne, si nous devons ne regarder que ça, personne jamais ne s'exprimerait. Et justement parce que nous ne nous accaparons pas de l'espace public assez à notre profit, parce que ce pays, je suis désolé, nous appartient à tous. Je dis nous, citoyens pluriels. D'accord? Or, les dirigeants, qu'est-ce qu'ils veulent? Un dirigeant, malheureusement, vous voyez, la pyramide, par la pyramide de pouvoir, les citoyens sont à la base et puis les chefs sont totalement en haut. Vous voyez? Donc, quand il est totalement en haut là-bas et que tout le monde est calme en bas, lui, il a son compte. C'est ça. Voilà. On va sans doute conclure cette émission. C'est allé très vite. Votre mot de fin, M. Ousmane Allegui. Oh là là, c'est passé très vite, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Moi, ce que je veux, c'est d'inviter à la fois les pouvoirs publics comme les peuples, les communautés, à un peu plus de responsabilité, de prise de conscience de ce que disait le professeur. Je te vois dire une fois de plus, nous sommes précaires et révocables. D'accord? Nous sommes précaires et révocables. Et comme je dis, un pays est éternel. Ce que nous n'avons pas bâti, nos enfants, nos petits-enfants viendront bâtir. Mais ce que nous pouvons donner aujourd'hui et maintenant à l'autre, à notre prochain, à notre frère, à notre sœur, faisons-le, parce que ça, nous sommes en capacité de le faire maintenant.
Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Ousmane Allegui. Merci d'être passé sur cette émission, Le Bon Citoyen. Révérend Père Arnaud-Éric Aguenounon, votre mot de fin sur cette émission. Je vais dire deux choses. Le pape Paul VI, dans son encyclique Populorum Progressio, disait que le nouveau nom du développement, c'est la paix. Tous les efforts de paix, c'est-à-dire donner le pain, donner la subsistance, le bien-être, garantir les libertés publiques, les libertés personnelles, les libertés politiques, garantir la justice équitable, une répartition saine des ressources du pays, le minimum social, tout ça garantit la paix. Et ce travail-là, c'est un travail primordial et nécessaire. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, dans les pays capitalisés, les peuples se réveillent et ont des actions purificatrices du capitalisme. Des actions purificatrices du capitalisme. Le phénomène gilet jaune en France, c'est cela. Aux États-Unis, l'élection de Trump. Trump est capitaliste, il est libéral, mais pourtant, il constitue un espoir pour les couches les plus fragiles, les couches les plus pauvres. Par contre, les démocrates qui sont plus sociodémocrates, eux, sont du côté des plus riches. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, les enjeux sont des enjeux sociaux, sont les enjeux qui nous tournent vers les périphéries, les plus pauvres, les plus délaissés, les plus fragiles. Et c'est important que nous puissions nous tourner vers cet idéal. Et il faut créer vraiment le contexte, le cadre, pour que les citoyens soient bien formés, qu'ils soient intelligents, qu'ils discernent et qu'ils prennent son avenir en main. Merci infiniment, Révérend Père Arnaud-Éric Aguenounon. Je rappelle que vous êtes philosophe politique, écrivain également. Vous étiez là pour nous entretenir sur cette thématique peuple et développement. Quel engagement pour la paix sociale. Vous n'étiez pas seul, vous étiez avec Monsieur Ousmane Allegui, expert culturel et citoyen du monde. Ce sera donc pratiquement tout pour cette émission Le Bon Citoyen de ce jour. On se retrouve semaine prochaine.